Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce jeudi matin, 1h, 2h30, carrément. Vous accompagner dans cette émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Les élections locales en Guinée au plus tard, au 30 juillet 2016, en tout cas ce qui ressort de la première réunion du comité de suivi de l'accord politique interguinéen du 20 août, depuis donc la tenue en octobre dernier de l'élection présidentielle. Faut-il croire à cette date, entre autres des questions posées ce matin chez les GG? Que faut-il faire pour obtenir la tenue d'élections libres, transparentes et équitables? Dr Faya Milimono, il est président du BL, Bloc libéral, et candidat malheureux à la dernière présidentielle. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Un audit des marchés publics en vue en Guinée sous l'impulsion de la Banque mondiale. Un exercice à terme qui permettra donc de dresser un état des lieux du fonctionnement des institutions intervenantes dans la passation et l'exécution de la régulation de la commande publique. En attendant, qu'en est-il de l'effet des réformes engagées pour améliorer la gouvernance dans la gestion des marchés publics? Monsieur Amara Somparé, directeur du contrôle de la passation des marchés publics, il est notre invité ce matin chez les GG. Crise autour du projet de construction de nouvelles mosquées donc à Touba. On y revient encore ce matin après les représentants hier du calife général de la ville sainte. Le tour ce jeudi de la famille Touraya. Quelle est sa version des faits? Va-t-elle enfin renoncer à son projet de mosquée? Monsieur Bafodé Diaby, il est connu sous le nom de Diankin Fodé, porte-parole donc de la famille Touraya. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Bienvenue Ahmed, bonjour. Bonjour, merci Lamine. Bonne année. Merci, bonne année à vous. Joyeux anniversaire en même temps. Merci. Voilà. C'est trop, ça fait un peu trop, mais c'est bon. Voilà. Merci. Bienvenue Jacques Gédard à nouveau, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous mon cher ami. Allez, Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine. Avocat Diallo, bonjour. Bonjour à tous. L'abondance de bien ne nuit pas. Oui, c'est bien dit. Joyeux anniversaire en même temps, Avocat Diallo. Merci bien, merci. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Un gouvernement Yula, Avocat, on nous apprend. Premier conseil des ministres, c'est jeudi. Ah oui, les nouveaux ministres, en tout cas les membres du nouveau gouvernement guinéen vont avoir leur première séance de travail ce jeudi avec le président Alpha Condé. Il faut d'abord noter que cela a pris un tout petit peu de temps. Moi, un peu de temps. Comparer par exemple, comparer au Burkina Faso où un gouvernement a été mis en place il y a quelques jours où ce gouvernement a eu une première séance de travail hier avec le président Marc Christian Kaboré qui a donc dressé le cap à son gouvernement, qui a défini les missions et les objectifs à atteindre dans le court et dans le long terme. Je pense qu'en Guinée, on traîne un peu les pieds, on fait les choses avec beaucoup de lenteur. Vous avez vu, si vous avez remarqué, depuis la victoire confirmée du professeur Alpha Condé par la Cour constitutionnelle jusqu'à date, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Il y a eu beaucoup de temps de perdu. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de tout cela. Nous sommes un pays en récession. Je pense que les spécialistes l'ont dit. Les voyants économiques sont au rouge. Donc c'est à partir de ce jeudi que le vrai travail va commencer. Parce que c'est au cours du Conseil des ministres que le président Alpha Condé donc, va prendre langue pour la première fois avec les membres de son nouveau gouvernement pour donc décliner et aussi, vous voulez, pour montrer la voie qui va être donc celle qui doit être suivie par le gouvernement Yula. Voilà, qu'est-ce que peut-on s'attendre, Jacques Léoalino? Oui. Je crois, entre autres, on pourrait s'attendre à une communication peut-être de façon beaucoup plus claire autour de la feuille de route de ce gouvernement. Parce que nous ne savons pas les missions qui sont assignées à chacun des départements ministériels qui ont été mis en place. Il serait quand même important qu'au cours du compte rendu du soir, que nous apprenions ce que chacun serait appelé à faire dans les prochains jours. On parle du retard, c'est effectif, on a pris énormément du retard. Je crois notre Premier ministre était déjà là lorsque le président Alpha Condé est allé assister à la cérémonie d'investiture de Marc Christian Kaboré. On ne peut pas comprendre que c'est le même jour, ou disons au lendemain même, parce qu'hier, le Premier ministre Thieba a reçu tous les ministres burkinabés. Ils ont déjà fait cette rencontre de principe. Donc ce retard, c'est vraiment un retard. Espérons que dans les prochains
prochains jours, on puisse accélérer les choses pour aller dans les actions les plus attendues. Voilà, ce dont est sûr, le porte-parole du gouvernement n'a pas changé, c'est toujours Albert Damantan Camara. Et ce qui est bizarre, Ahmed, à chaque fois qu'il y a une nomination, un ministre nommé, ben c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est visiter le terrain, aller voir les radios, entre autres. On a vu ça, c'est un petit peu pareil partout. Oui, mais hier, je voyais un petit peu un certain Siaka, le ministre le nouveau ministre des Sports, qui a fait le tour. En fait, je me suis dit, nous sommes en 2015 ou en 2016, parce qu'on voit très bien qu'au début, la nouvelle ministre, à l'époque, Domani Dobra, avait fait pareil. On a visité un petit peu les infrastructures. Ouais. Quand il y a aussi les ministres de communication, il faut s'attendre à ça de toute façon. Je veux dire, il faut qu'on change un peu. De toute la façon, c'est des pratiques que moi, je ne condamne pas forcément. Non, c'est parce que parfois, vous avez des rapports qui laissent à désirer. Dans ce pays, vous allez voir, ça c'est pareil. Dans ce pays, vous allez voir, les dépenses ont été effectuées. Dans ce pays, la communication va venir vous voir. Encore, ça va changer. Il n'y a pas de problème, oui, c'est normal. Il faut qu'ils viennent nous voir pour qu'on discute, pour qu'on se dise la vérité. C'est important. Parfois, à distance, on ne peut pas se dire la vérité. S'il est face à nous, on peut se dire les vraies vérités. Donc, je pense que parfois, c'est pas mauvais que les ministres partent sur le terrain. Je vous dis qu'il y a des rapports qui laissent à désirer en Guinée. Des dépenses ont été effectuées ou encore de l'argent a été décaissé pour un certain nombre de projets. Mais ces projets n'ont jamais été exécutés. Et on vous fait croire que ces projets ont été exécutés. Je pense que donc ces ministres, au-delà donc de s'asseoir dans le bureau et recevoir un rapport pour dire ça a été fait, ça n'a pas été fait, c'est important que chaque ministre parte sur le terrain et qu'il reconnaisse ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Mais je pense, comme on l'a dit, la Banque mondiale viendra donc pour ce contrôle. Je pense que ça vient à point nommé parce que ces ministres qui descendent sur le terrain font beaucoup de constats. Des travaux ne sont pas depuis, même pas ces ministres, ceux qui ont passé depuis longtemps, des travaux ne sont pas effectués alors que l'argent a été depuis longtemps décaissé. Je pense qu'il est grand temps également qu'on sache quels sont ceux qui ont pris l'argent du contribuable guinéen, qui n'ont pas fait le travail sur le terrain, et voilà, que ces personnes s'expliquent clairement de leur acte. Voilà, Antoine Kourouma. Juste ajouter un mot pour parler de cette première réunion ou cette première rencontre entre le président et ses ministres. Je ne comprends pas pourquoi on fait souvent la comparaison avec les autres pays. Le Burkina a mis en place son gouvernement. Tantôt on a fait une réunion. Si en Guinée on met en place un gouvernement et qu'une semaine après ou 2 semaines on fait qu'on appelle le conseil des ministres, on ne doit pas y avoir. On appelle ça d'ailleurs même, c'est comme une prise de contact. C'est important. Après la cérémonie de passation folklorique dans la plupart des départements, il fallait que les ministres prennent leur marque. C'est depuis hier que la plupart des ministres ont commencé à travailler avec leur cabinet. Et donc, si aujourd'hui on fait le premier conseil des ministres, pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure. Bien, c'est vrai que quand vous dites il n'y a pas à comparer notre situation, en tout cas à celle de pays voisins. Je pense que, comme l'a dit l'ami, on n'est pas sur un 6e continent. Mais je prends le dernier bout de ton intervention, Antoine, pour dire que quand vous dites qu'il n'y a pas péril à la demeure, mais sur un tout autre plan, je pense qu'il y a péril à la demeure, parce que pour l'instant, les nouveaux ministres qui arrivent, en tout cas les membres du nouveau gouvernement, ils sont sans aucun budget. Eh ben oui. Ça, il faut le savoir. Le budget 2016 ne sera voté que vendredi ou samedi au plus tard, le 16 janvier. Et ça, c'est sur recommandation des institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Mais en attendant, nos ministres, ils ont pris possession de leur nouveau bureau, mais ils n'ont aucun budget de fonctionnement. Ils n'ont aucun budget pour l'instant sur la table. Et vous savez très bien que la situation économique de notre pays est dans le radeau de la méduse. Et on ne sait pas quelles seront les allocations budgétaires précises pour chaque département. Hier, on entendait Dr Ousmane qui a fait quelques précisions. Effectivement. Je prends par exemple le cas du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Si on cherche à comprendre l'étendue des missions et des attributions de ce département, on rendra compte que c'est un chantier vaste. Parce que rien que sur le volet Unité nationale, c'est un pan de la Constitution qui est donc un travail régalien qui revient au chef de l'État, qui va être confié au ministre Khalifa Gassama. On se rappelle que par le passé, ce ministre, lorsqu'il était à la tête du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, il n'a jamais eu de budget consistant. Oui. Est-ce que cette fois-ci, ça sera le cas? On aimerait bien savoir.
Docteur Ousmane Kaba. L'Assemblée nationale, bien. Actuellement, actuellement, elle est en session. Bien. La plénière continue pour les budgets des départements Les grandes gueules. Docteur Ousmane Kaba nous parlait d'une légère augmentation des budgets des secteurs de la santé et de l'éducation hier. On espère que cela va se matérialiser, mais il y a aussi le secteur de la justice qui est un secteur extrêmement important. Vous savez que ce secteur a toujours eu une allocation budgétaire assez faible. Ouais. Il faut espérer que cette fois-ci, ce ministère va avoir une assiette budgétaire assez consistante pour faire face à tous les défis que nous avons dans ce domaine-là. En clair, Aboka Diallo, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Parce que là, c'est comme si vous avez quelque part les attributs, en tout cas, du nouveau ministère de Khalifa Gassama Davi. Parce que j'ai pas trop compris. Non, mais l'unité nationale, allons rien que sur le volet de la citoyenneté. Ouais. Le volet de la citoyenneté, c'est un travail de titan qui est confié au ministre Khalifa Gassama. In fine, c'est comme créer un nouveau Guinée. Parce que, oui, mais absolument. Vous connaissez la mentalité, vous connaissez la mentalité de nos autres ici, des Guinéens qui s'en foutent pas mal de tout ce qu'on appelle civisme. Donc, de la base, donc au niveau de la famille, de la cellule de la famille, jusqu'au dans nos comportements tous les jours, au niveau des services publics, face aux édifices publics, etc., etc. Le Guinéen se comporte, n'a pas un comportement assez catholique généralement. Donc, je pense que Donc, est-ce qu'on peut dire que Khalifa est un super ministre, Aboka Diallo? Il a quand même un chantier assez vaste. Les grandes gueules. Et pour ma part, pour faire face à cela et pour réussir une telle mission, il faut vraiment une allocation budgétaire consistante. Voilà, on sait bien qu'il était. Allez, peut-être quelque chose à rajouter dessus. Oui, ce que j'ai ajouté, c'est que ma crainte, c'est d'avoir un ministre qui va soumettre seulement des propositions, parce que nous l'avons eu lorsqu'il était au ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. Il a été toujours présent sur le terrain, mais quand on lui pose des questions, et est-ce que vous pouvez agir? Il dit, je n'ai pas mandat d'agir. Il y a certaines questions qui reviennent au ministère de la Justice. Oui. Donc, mon inquiétude aujourd'hui, c'est d'avoir un ministre de la citoyenneté qui va soumettre encore des propositions à d'autres départements, attendre que d'autres départements n'agissent. Et ça, il y a non seulement une question de budget, mais il y a aussi une question de, comment on appelle, des prérogatives, de contenu même de la mission. Parce que si la mission n'est pas bien indiquée, souvent on va comprendre que Khalifa va avoir des problèmes avec d'autres départements. Attendons de voir, ben oui. Non mais je comprends très bien. Puisqu'on parle de cette rentrée gouvernementale, ce qu'on ne dit pas aussi assez, je pense qu'Ahmed sera d'accord avec moi, c'est la possibilité pour nos ministres d'avoir leur propre cabinet. Je pense que les précédents ministres en ont énormément souffert, beaucoup, pas tous, mais il y en a certains qui ont quitté le gouvernement aujourd'hui, mais qui n'ont même pas eu la possibilité de restructurer leur propre cabinet. Et je pense que comme ça, on ne peut pas... Je prends le cas du ministère de la Sécurité. Mais le problème, c'est qu'on aime les titres en Guinée. Nous en sommes au 6e ministre. Les grandes gueules. Depuis 5 ans, aucun ministre n'a pu procéder à une restructuration de son cabinet au niveau des colères. Je pense que ça affaiblit et c'est le même système, le même establishment qui a eu raison de tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ces départements. Donc ce qu'on souhaite, ce qu'on attend d'Alpha Condé 2, en tout cas pour cette seconde mandature, c'est qu'il y ait quelques changements à ces niveaux-là, qu'ils permettent dans le plus bref délai à tous ces ministres, au plus tard dans 2 mois, que tous les cabinets soient remodelés, que les ministres aient la possibilité de choisir eux-mêmes leurs propres collaborateurs. Voilà, bien dit, là, je suis Ahmed Camara. Pendant ce temps, Antoine, il va souffrir encore parce que ce qu'on va dire, quand on parle de droits de l'homme, du côté de la Guinée, on détruit un acquis et la Côte d'Ivoire s'en inspire, tout simplement. Écoutez, voilà. C'est clair. Je pense qu'on ne peut pas rester sans s'inspirer des autres. C'est comme ça que ça se passe. On va forcément s'inspirer des autres et d'autres vont s'inspirer de nous. Quand on prend même la loi sur l'intangibilité constitutionnelle en Guinée, je pense que le Burkina n'est même pas passé du dos de la cuillère. Le Burkina n'a fait, si on peut le dire, que copier la Guinée, parce qu'il faut le signaler que c'est un parfait document qui avait été élaboré en ce temps, même si moi je dis que quand un chef d'État africain veut déverrouiller
un cadenas, ben il est prêt à prendre son marteau et son birin pour le faire sauter, même si on a jeté la clé dans l'eau. Les grandes gueules. Qu'un troisième mandat du président de la République, j'attends de voir les élections de 2020. Je pense que les présidents africains sont capables de tout. Alors, ce que je dis tout simplement, c'est que je pense qu'on a le chantier quand même, il est vaste quand on dit droits de l'homme, citoyenneté ou liberté publique. C'est vaste, comme le ministre l'a toujours dit, et d'ailleurs c'est un processus. Mais ce processus, il faut le signaler que ce processus ne va pas sans l'application d'un certain nombre de lois. Oui, c'est vrai. Un homme, quand vous venez au monde, vous êtes un petit animal. On vous éduque, on vous dit non, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire, et vous devenez à la suite un homme parfait, si on peut le dire ainsi, parfait. Mais laisser les gens et dire oui, le Guinéen est ceci, le Guinéen est cela. Non, le Guinéen ne changera pas que par la parole. Les autres peuples que nous félicitons n'ont pas changé que par la parole. C'est parce qu'il y a des lois qui sont appliquées que ces peuples ont changé. Alors, quand on dit non à cela, si celui qui se rend donc responsable de la violation de cette loi, ben que cette personne soit purement et simplement sanctionnée. Si on ne fait pas cela, je pense que tout ce qu'on parle droit de l'homme ou quoi n'existera plus en Guinée. Des Guinéens ont été tués, ceux qui les ont tués parfois sont connus, ils n'ont jamais été condamnés. Jamais. C'est bien, des Guinéens font des je sais pas, qu'est-ce que ce soit dans la circulation. Du ministre de la Justice, parce qu'il a dit qu'il aura des surprises. Hein. Parce que vous nous amenez sur un terrain là, je pense. J'espère bien. Je parle de l'affaire du 28 septembre. J'espère bien, j'espère bien. Qu'il aura des surprises. Le ministre avait promis que dans le premier trimestre de 2016, on pourrait commencer le procès du 28 septembre en Guinée. Il avait annoncé l'année dernière, on ne sait pas si ce sera concrétisé cette année-là. Et moi, je veux parler un peu de cette question de la citoyenneté. Il y a une INIDH en Guinée qui remplace le ministère des droits de l'homme. Attendez, c'est important. Ce que j'ai envie de dire, vous êtes patriote ou vous êtes nationaliste? Je suis patriote, Lamine. Voilà. Chaque pays a sa particularité. Je ne crois pas qu'en Afrique, qu'il y ait une loi qui dit que quand tel pays fait ça, il faut qu'on fasse forcément cela. Chaque pays a sa spécificité. Pourquoi est-ce que dans d'autres pays en Afrique, il y a 24 ministres ou 18 ministres et que chez nous, il y a 31 ministres? Pourquoi est-ce que chez nous, on décide d'aller comme nous pensons? Et donc, si en Guinée, on décide de supprimer le ministère des droits de l'homme, à mon avis, si on met en place un ministère de la citoyenneté, sans vue de rééduquer, comme l'a dit Abaka Diallo, les citoyens. On sait tous que les citoyens en Guinée ne sont pas, pour la plupart, républicains, surtout les jeunes dans quelques quartiers. Beaucoup savent tout sauf Merci de m'aiguiller là-dessus, parce que vous avez dit que vous êtes patriote et je comprends très bien. Beaucoup patriote. Bien, non mais c'est l'amour des siens, je comprends très bien. Non mais je pense qu'Antoine, c'est vrai que chaque pays fonctionne à son rythme. Et il y a des réalités communes, notamment. Il y a des réalités communes. Quand on parle de la formation du gouvernement, il y a la rentrée gouvernementale. Ça, c'est commune à tous les pays. S'il vous plaît. Je peux. Non, je ne dis pas. Écoutez, il y a des réalités. Ce n'est pas forcément écrit dans la loi. Les 100 jours dont on parle, qui existent dans tous les pays. Vous avez vu écrit dans une constitution, dans un pays où on dit après 100 jours, il faut évaluer. Ce sont des pratiques qui existent et ces pratiques-là, depuis longtemps, puisqu'elles existent, ben, ce sont des pratiques qu'il faut, il faut aujourd'hui appliquer. Donc, moi, je pense que c'est parfaitement normal de comparer parfois la Guinée à un certain nombre de pays, même si on ne peut pas comparer la Guinée il faut avec tous les pays. Je suis désolé. Non, mais je pense... Allez-y. Oui, moi, je sais pas, je voudrais placer un mot par rapport au dossier du 28 septembre, puisque ce ministre, nous l'avons écouté hier en conférence de presse. Cheikh Sako, quand même, on peut l'écouter parce qu'il semble, en tout cas, plus actif que son prédécesseur. Mais encore une fois, il faut dire que les Guinéens attendent beaucoup que ce procès se tienne maintenant. Ça fait beaucoup d'années, même si on a tout le temps évoqué des obstacles qui n'ont pas permis que le procès se tienne, entre autres la prise en charge des juges qui avaient été commis sur le dossier, puisque l'année dernière il y a un travail de départ qui a été fait, on a écouté les présumés. Maintenant il faut faire en sorte que ceux sur lesquels les soupçons pèsent puissent s'expliquer au cours de cette année, qu'on ait un procès, parce que ce procès va permettre peut-être qu'on ait de plus en plus confiance en notre justice. Ça va permettre à ce que les gens aient de plus en plus courage. Si le procès se tienne dans les règles de l'art, je me dis qu'on aura confiance en notre justice, parce que ça va être pour une première fois en Guinée que des personnes qui ont à un moment donné été des responsables de ce pays vont s'expliquer sur des actes
qui ont été commis sous leur gestion. Donc, à mon avis, ça va donner le courage aux Guinéens de venir vers la justice pour beaucoup d'autres dossiers qui ne sont pas peut-être évoqués pour l'instant. Voilà, détention provisoire. Je voulais finir sur le cas du ministère des Droits de l'Homme. Il faut dire, Antoine, que c'est vrai que chaque pays a son rythme, son agenda, mais je note que le président Alpha Condé est quand même un dinosaure politique aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Oui. C'est le doyen en termes d'âge des chefs d'État. Pour la plupart, c'est des jeunes qui arrivent à la tête des différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et si vous avez remarqué, le président Alpha Condé est arrivé 2 jours avant à Ouagadougou, avant la cérémonie officielle d'installation de Roch Kaboré. Et c'est quelqu'un qui connaît bien ce pays, qui a ses entrées, qui a pignon sur rue à Ouagadougou. Et on peut même dire qu'il a réussi à placer un de ses pions dans le cœur du système Kaboré, au niveau de la diplomatie. Il s'agit d'Alpha Barry qui était conseiller occulte ici. Donc c'est tout dire de l'influence que le président Alpha Condé peut avoir sur ces chefs d'État qui sont pour la plupart ses jeunes frères. Et généralement le président Ouattara a beaucoup tente souvent de prendre de la graine sur ce que fait le président Alpha Condé sur le plan politique. Si vous vous souvenez, les deux à travers une réunion ici à Conakry, Alpha Condé disait que Ouattara était son conseiller économique et Ouattara disait qu'Alpha Condé était son conseiller politique. Alors, c'est important de le dire. Je pense que la Côte d'Ivoire s'est inspirée de quelque chose qui a marché en Guinée. La création d'un ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. Cela est une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et il faut préciser que celui qui vient ministre des droits de l'homme et des libertés publiques en Côte d'Ivoire, il était anciennement président de l'Institution nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, l'INIDH ivoirienne. Donc, c'est vrai, il y a l'INIDH dans le communiqué qui a suivi la nomination de Mamadi Youla et la présentation de la nomenclature du gouvernement. On a expliqué la disparition du ministère des droits de l'homme par le fait que l'INIDH existe désormais et devrait pouvoir donc impulser la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée. Je pense qu'on a tout faux en voyant les choses de cette manière. Un département des droits de l'homme, c'est d'abord une volonté politique qui est exprimée là par un État, par un gouvernement, pour faire de la question des droits de l'homme une priorité. Priorité. Et vous allez remarquer, la Guinée sera absente de toutes les grandes réunions qui vont avoir lieu sur les droits de l'homme. Vous vous souvenez, le ministre Gassama était présent à toutes les rencontres à Genève, aux États-Unis, en France, notamment à l'EPU, l'évaluation périodique universelle. La Guinée ne pourra pas être à ce rendez-vous, en tout cas pas à travers l'INIDH. Ce sont des conséquences auxquelles il faut s'attendre. Et vous allez voir les ONG de défense des droits de l'homme. Toutes ces associations qui interviennent dans le cadre de la protection des droits de l'homme n'auront pas d'interlocuteur direct. C'est ce qui va se poser comme problème. Et moi, je crains que cela ne puisse déboucher sur des situations de mécontentement. Parce que s'il y a violation des droits de l'homme, on ne le souhaite pas. Des violations des droits de l'homme à grande échelle en Guinée, je pense qu'il se posera la question d'interlocuteur direct face à ces organismes de défense des droits de l'homme. Merci de le rassurer, Jacques Levalino, parce que la plume de ce matin, évidemment, c'est un petit peu ça. Faut-il croire un petit peu à nos institutions? Un peu difficile, parce que celles qui existent, quand vous prenez par exemple l'INIDH, depuis sa mise en place en février 2015, continue de siéger au Palais du Peuple. Ce qui dit donc que pour un départ, c'est une institution qui commence très mal. Parce que jusqu'à présent, on ne peut noter aucun acte concret posé par elle depuis sa prise de fonction. Et Aboubakar parle d'interlocuteurs. Il faut souligner que l'institution elle-même est composée des représentants de quelques ONG de la place. Je pense à quelques-unes qui étaient bien connues, qui sont allées, sauf l'OGDH du feu Thierno Madousso, qui a refusé de se faire représenter. Maintenant, il faut se dire qu'il y aura d'énormes difficultés. D'abord, le point de vue moyen et économique pour pouvoir agir. Ensuite, la véritable indépendance même de l'institution, parce que c'est difficile d'en avoir aujourd'hui en Guinée lorsque des personnes qui sont à la tête de ces institutions ont été pour un départ préparées par soit l'exécutif pour venir les présider. C'est-à-dire que tous les commissaires
la plupart des institutions sont mises devant le fait accompli. Vous assistez à une élection, c'est comme si c'était un plébiscite, que les gens avaient été préparés à choisir quelqu'un, où on dit le nom de la même personne et finalement on déclare qu'il a été élu. Donc la question d'indépendance de l'institution se pose à ce niveau-là. Voilà, moi, pour clore, je reste convaincu que la suppression du département des droits de l'homme et des libertés publiques, c'est un recul en Guinée. Et on aurait mieux à gagner si on voulait renforcer, en tout cas si on voulait renforcer tous ces acquis-là, on pouvait simplement joindre le ministère, le segment qu'on vient de créer, l'unité nationale et la citoyenneté, on pouvait simplement joindre cela au ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. C'est ma conviction. Bien, allez, bienvenue chez les GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, évidemment, on va partir dans un instant là-dessus avec nos invités, Amara Somparé qui nous allons avoir. Mais d'abord, on va parler politique. C'est Dr Faya Milimono, Mohamed Gabi qui nous allons appeler. Santé problématique de la prise en charge des hépatites virales en Guinée. On en parle ce matin avec un spécialiste. Quels sont les types d'hépatites ? Quels en sont les facteurs déclenchants et les facteurs aggravants? Qu'en est-il de la prise en charge de cette maladie en Guinée? Docteur Diallo Abdourahmane Douria, médecin, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous allons la voir ce matin, un peu plus tard dans cette émission. On va essayer de parler politique ce matin. Docteur Faya, il va intervenir dans un instant. Mais d'abord... Oui, cette affaire Zora Fils, parce que hier on en parlait, c'est important de faire cette mise au point de l'ambassade du Sénégal. Et vous savez, la dame Zora, qui est quand même porte-parole de la Chambre nationale des huissiers de Guinée, qui nous expliquait hier que les documents de son fils ont été bloqués à l'ambassade du Sénégal. Nous nous sommes fait l'écho de sa version des faits, et sous réserve d'entrer en contact avec l'ambassade du Sénégal. C'est ce que nous avons essayé de faire dans l'après-midi jusqu'à ce matin. Je vais commencer par dire que l'ambassadeur du Sénégal, Léopold Senghor, c'est d'abord une première bonne nouvelle pour lui, parce que hier il a été nommé par le président Macky Sall comme représentant du Sénégal au Saint-Siège, donc au Vatican. C'est un monsieur que nous connaissons, que nous pratiquons depuis quelques temps. La version de maintenant, la version c'est important. Et l'ambassade se défend de les grandes gueules. Se défend de confisquer les documents de ce Guinéen, de ce jeune étudiant. Et ce qu'a fait l'ambassade, c'est de faire les photocopies et de se donner les moyens de vérifier l'authenticité des diplômes que ce jeune a acquis au Sénégal, donc dans une université sénégalaise. Et c'est un droit qui revient à l'ambassade. Donc de vérifier. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de c'est parce que Maître Zoura dit. Il y a beaucoup de faux diplômes, beaucoup de trafic de diplômes qui ont lieu. Ce n'est pas seulement qu'en Guinée ou au Sénégal, c'est une pratique qui se fait à l'échelle du monde. Donc c'est l'ambassade qui se donne les moyens et le temps de vérifier. Normalement, ce que m'a confié l'ambassade aurait pu ne même pas recevoir directement les dossiers, les diplômes du jeune. Et la voie normale, c'est que le jeune parte vers le ministère des Affaires étrangères, qui à son tour transmet les documents au niveau de l'ambassade du Sénégal. Mais comme l'ambassade connaît la lourdeur de notre administration, l'ambassade donc a décidé de prendre les dossiers directement et de faire les vérifications. Tout cela ne prend pas plus d'une semaine, mais l'ambassade se défend de vouloir de confisquer quoi que ce soit. Donc c'est une procédure qui est là. Et parlant de la carte d'identité, de la carte d'identité nationale du jeune Zora, ce n'est pas... L'ambassade a fait la photocopie pour la joindre au diplôme, pour pouvoir les envoyer pour authentification au Sénégal. Donc ce n'est pas pour les confisquer. Voilà. Il faut finir pour dire que l'ambassadeur donc reçoit cette dame vendredi. Voilà, ça c'est bien. C'est ça les GG. Allez, docteur Faya Milimono en direct chez les GG Ahmed. Les grandes gueules. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Alors, le gouvernement fera donc sa rentrée aujourd'hui. D'abord, votre point de vue là-dessus, est-ce que pour vous, ça a pris du retard? Et je sais que depuis longtemps, vous avez également donné votre point de vue sur la composition de ce gouvernement, même si on a vu un poste qui avait été également annoncé, mais qui finalement, on ne l'a pas vu dans les nominations. Bon, nous l'avons déjà dit que
nous n'avons pas vu l'originalité, l'audacité que nous attendions de M. Youla à travers la structure de son gouvernement. Il nous reconduit un gouvernement pléthorique qui va coûter extrêmement cher aux contribuables guinéens au moment où les Guinéens tirent le diable par la queue. Et le gouvernement, après avoir vidé les caisses, est en train d'aller chercher de l'argent dans les poches des plus pauvres en augmentant la taxe, même sur les vivres de première nécessité. C'est pathétique. Bien. Alors, docteur, on s'intéresse. On s'intéresse à présent à cette actualité politique. Il y a eu la première réunion du comité de suivi de l'accord politique global interguinéen du 20 août hier. Et au sortir de cette réunion, on nous apprend que les élections locales se tiendront au plus tard au 30 juin 2016. Est-ce que c'est ce qui était prévu dans l'accord, docteur Faya Milimono, pour commencer? Je crois que l'accord avait parlé de l'organisation des élections locales au courant du premier semestre de l'année 2016. Je crois que si on fixe la date au 30, ça sera juste à la fin de ce premier semestre qui constitue les 6 premiers mois de l'année 2016. Tout cela, il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que nous sommes habitués à ce genre de déclaration qui, en fin de compte, se trouve être fantaisiste. Nous avons écouté le président de la CENI qui a fait cette déclaration devant le Premier ministre. Nous n'avons pas cru parce que c'est quelqu'un qui ne mérite pas de confiance. Eh bien, donc en clair, vous ne croyez pas du tout à... Les grandes gueules. Donc en clair, vous ne croyez pas du tout à cette annonce, à cette date du 30 juin qui est projetée pour la tenue de ces élections locales? Nous souhaitons que ces élections aient lieu à cette date parce que les élections locales devaient être organisées en Guinée depuis 2011. Nous sommes en 2016. Allez, docteur. Mais je sais pas, je veux dire, j'ai envie de demander ce matin, en ce qui concerne le ministre de la Justice, je parle de Maître Sako, minimum de qui est le président quand même du cadre de dialogue interguinéen. Il est quand même une personnalité consensuelle que vous avez saluée auparavant, même si après vous avez changé de discours à son égard. Hier, il a également réitéré l'engagement du gouvernement à tenir ces élections à cette date. Est-ce que vous y croyez? Bénéfice de doute. Vous l'avez dit vous-même. J'avais cru à un moment donné à Maître Sako. Allez, nos politiques. Je ne crois plus. Je crois beaucoup plus en vous, les journalistes, qui actuellement semblez voir un esprit d'ouverture, une volonté d'apaisement au niveau du président Alpha Condé. Parce qu'après tout, tous ces dialogues qui se font par-ci ou par-là, le vrai acteur en face de l'opposition, c'est Alpha lui-même. Alors, si cette volonté d'ouverture, si cette volonté d'apaisement existe comme vous nous l'annoncez, eh bien, nous comptons sur ça pour que le débat sur les questions de fond qui concernent l'avenir politique de notre pays, n'est-ce pas, se manifeste. Par exemple, la question sur la CENI, parce que le même accord dont vous parlez prévoit au point 13 que nous revoyions notre copie, n'est-ce pas, de la loi 016. Je crois que nous allons compter beaucoup plus sur la volonté d'ouverture que vous annoncez au niveau du président de la République que sur Cheikh Sako. Docteur Faya, c'est 2 petites questions. D'abord, qu'est-ce qui a valu le changement de discours vis-à-vis de Cheikh Sako aujourd'hui? Et ensuite, est-ce que vous étiez représenté hier au Palais du Peuple? Et vous avez pensé quoi du caractère de la rencontre d'hier? À la maison commune. À la maison commune. Lorsque j'appréciais le comportement de M. Sako, je voyais en lui un républicain. C'est un homme de droit, un avocat de surcroît qui devient ministre. Dans la gestion des dossiers qui ont suivi, j'ai compris qu'il n'avait pas le droit dans l'âme. On se rappelle de ce qui s'est passé en Ngomé. On se rappelle du déni de justice
D'accord. Zogota. On se rappelle de beaucoup d'autres Oui, dossiers. mais docteur, quand même, on a suivi plusieurs fois. Donc, Maître Cheikh Sako, même hier, il a fait une sortie dans les médias pour réexprimer sa volonté de vider, en tout cas, tout ce contentieux, tout ce passif judiciaire de la Guinée, notamment de tous les dossiers liés à ces drames humanitaires que vous évoquez. Je pense qu'on peut quand même lui faire confiance à travers cette volonté qu'il exprime. Mais si vous l'avez remarqué, il a toujours aussi fait part de sa grande détermination à faire en sorte que le procès sur le massacre du 28 septembre se tienne cette année, au plus tard, au premier trimestre. Je pense que ce sont des actes auxquels il faut vraiment ajouter foi. Non, ce ne sont pas des actes, M. Diallo. Je crois que ce sont des intentions. C'est une volonté qu'il manifeste. Eh bien, la confiance, on ne peut plus la mériter simplement à travers des annonces d'une volonté. C'est des actes qui vont nous permettre de savoir si quelqu'un est au sérieux ou pas. La Guinée continue à vivre une situation juridique lamentable. Il a parlé hier, lors de sa conférence de presse, je ne sais pas si c'était hier, n'est-ce pas, de régler le problème des détentions préventives. Qu'est-ce qu'il fait du rapport de la commission qui s'est penchée sur la situation carcérale dans notre pays et qui a parlé de cette question il y a bien plus d'un an. Il constitue une autre commission qui va dévorer les fonds publics pour produire un rapport qui va pourrir dans les cabinets. Eh bien, écoutez, il faut qu'on nous arrête ça. Nous voulons des actes, et rien que des actes, parce que c'est des personnes humaines qui sont en train de s'ouvrir toutes les minutes. Docteur. Pas dans ces prisons. Oui, Docteur Faya Milimono, donc en direct. Allez-y. Et je vais relancer la question d'Antoine qui n'a pas été répondue. Est-ce que vous étiez représenté hier et comment est-ce que vous avez trouvé la rencontre? Et ma question maintenant, c'est de dire, est-ce que nous avons de fortes chances que nous ne tombions pas dans des contestations qui ne vont pas nous permettre vraiment d'être au rendez-vous de juin? C'est une annonce, nous la prenons comme telle, mais vous pensez qu'il y a des possibilités quand même de faire tout ce qu'il y a à faire autour de la CENI, autour du fichier électoral pour respecter ce délai-là? Je crois que pour la question de M. Kourouma, nous n'étions pas autour de la table, nous n'étions pas représentés non plus. Nous allons revoir la copie de la représentation de l'opposition au niveau de cette commission, parce que l'un des représentants de l'opposition est maintenant le haut représentant du chef de l'État. Je crois que ce sont des choses qui devront mériter, n'est-ce pas, une visite de nouveau. Maintenant, par rapport aux contestations qui pourraient éventuellement survenir, je ne crois pas qu'il y aura de contestations majeures qui pourraient empêcher le respect de ce calendrier qu'on a annoncé. Parce que la question du fichier qui a été à l'origine des contestations, la question de la CENI elle-même, je crois que ça n'aura pas un grand impact au niveau des élections locales. Donc, nous pouvons, tout en réfléchissant à une nouvelle copie, n'est-ce pas, de la loi 06, aller aux élections et reprendre le recensement électoral pour avoir un fichier finalement biométrique. Parce que celui que nous avons, avec les doublons que nous connaissons, alors qu'un fichier biométrique n'est pas censé avoir de doublons, ça veut dire clairement que nous n'en avons pas encore un. Donc il n'y aura pas de contestation en vue en ce qui nous concerne. Voilà. Dernière question. Oui, mais qu'allez-vous tout de même exiger, en tout cas en termes de mesures, en termes de garanties, avant d'aller à cette élection, Dr Faya Milimono, vous n'allez pas tout de même vous conduire à cette élection un peu comme à l'abattoir? Non, nous n'irons pas comme à l'abattoir. Nous allons exiger qu'au choix, n'est-ce pas, des représentants de la CENI au niveau local, il n'y a plus de n'importe quoi, comme ce fut le cas avant. Nous serons très vigilants et nous avons déjà, en ce qui concerne notre parti, en ce qui concerne notre coalition, nous sommes déjà en train de mettre en place des gens sur le terrain qui vont veiller au grain par rapport à toutes ces questions. Lorsque nous voyons des dérapages, naturellement, nous réagirons. Parce que la CENI, incontestablement, est aujourd'hui dirigée par quelqu'un qui ne mérite pas de confiance. Comment qualifiez-vous cette opposition guinéenne aujourd'hui, Dr Faya Milimono? Elle est une opposition sérieuse qui a le vent en poupe,
Nous vous l'avons annoncé. La peur était beaucoup plus. Allez, docteur. La peur était beaucoup plus. Allez, docteur. Allez, docteur. Parce que les informations que nous avons en ce qui vous concerne, en ce qui concerne le bloc libéral, il y a un rapprochement un petit peu avec la mouvance présidentielle. Vous n'allez pas le dire le contraire. Vous n'avez pas été approché. Allez, docteur. Allez, on le sait. Ouais, peut-être que ça aura lieu après le départ de Koro. Oh là 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 là. Merci beaucoup en tout cas, docteur Faya Milimono. Merci beaucoup, les grandes gueules. Au revoir. Allez, on va revenir dans un instant. Oui, Ahmed, on va revenir dans un instant. Oui. Non, je sais que Faya Milimono a dit tout de suite qu'il ne croyait pas, compte tenu qu'il ne fait pas confiance donc à l'actuel ministre. Ben, moi, je pense que les motivations qu'il a annoncées, je ne suis pas parfaitement d'accord avec lui quand il évoque la situation au niveau donc de Womé et autres. Je pense que à ce niveau, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais s'il revenait sur ce qui s'est passé, les dialogues antérieurs ou les rapports qui avaient été, il faut le signaler, élaborés, non pas ceux qui ont été donc, il faut signaler, diffusés. Là, en ce moment, je peux dire que je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce qu'on a vécu cette situation dans ce pays où il y a eu un rapport et le rapport qui a été diffusé, les acteurs ont dit nous ne nous reconnaissons pas dans ce rapport. Donc, ce qui peut amener certains acteurs à douter de la sincérité du ministre de la Justice. Voilà, on revient dans un instant, chers téléspectateurs. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.